Bonjour, dans cet exposé sur les ravageurs, difficile de ne pas évoquer la récente vague de froid qui nous a fait revivre un scénario qu'on n'avait plus vu depuis 2012. De la neige dans tout le pays, du gel continu pendant plusieurs jours et des minima voisins ou inférieurs même à moins 10 degrés. Parmi les ravageurs des grandes cultures, quel aura été l'effet de cette vague de froid? Certains ravageurs auront souffert. C'est le cas des rongeurs, comme les campagnols et les mulots. C'est le cas également des pucerons, et parmi eux, des vecteurs de jaunisse nanisante. En revanche, beaucoup d'autres insectes trouvent dans les hivers froids des conditions favorables à leur survie. C'est particulièrement le cas des insectes qui hivernent dans le sol. En effet, le gel soulève les terres, recrée une structure, évite les conditions asphyxiques et en définitive favorise la migration des insectes vers la surface. C'est le cas de la mouche grise des céréales, dont vous voyez quelques asticots là, mais pas d'inquiétude, il y a eu tellement peu de pontes de cet insecte au cours de la saison dernière qu'il ne posera pas de problème au printemps prochain. C'est également le cas des cryocères. C'est le cas de différentes espèces de charançons dont plusieurs sont ravageurs du colza. C'est le cas du doryphore de la pomme de terre et même du bostrich typographe qui a causé et qui risque encore de causer de très gros dégâts dans les pessières wallonnes. Tous ces insectes résistent mieux au froid qu'aux conditions humides et douces qui seraient plutôt propices à leur infection par divers pathogènes. La cécidomie orange du blé, elle aussi, supporte très bien le froid. Elle en a même besoin, et nous verrons ça dans un instant. Alors vous remarquez au passage que les dictons populaires du genre « le froid tue la vermine », etc., sont quand même largement fantaisistes. Revenons aux pucerons et à la jaunisse nanisante. Dans le haut de ce schéma, les plages jaunes représentent les vols de pucerons intenses en début d'automne, puis de plus en plus faibles à mesure que la saison avance. Les vols s'interrompent complètement, presque toujours entre la fin octobre et le début décembre. Et puis pendant 3, 4, 5 mois, les pucerons ne volent pas, même si leur activité au sol peut se maintenir. Puis avec le retour des beaux jours, les vols reprennent et s'intensifient pour culminer vers la mi-juin. Pour les semis de céréales, 3 situations possibles. Il y a les semis qui conduisent à des levées avant la fin des vols, il y a des semis qui conduisent à des levées après la fin des vols, et il y a des semis de fin d'hiver ou même de printemps qui sont proches de la reprise des vols. La première situation, c'est celle de l'escourgeon et des froment les plus précoces. Les flèches bleues vous montrent que ces emblavures sont fortement exposées au vol d'automne et que cette pression faiblit avec le temps. Mais il faut être attentif à une chose, dans les champs infestés dès l'automne, la jaunisse nanisante peut encore s'aggraver après la fin des vols. À partir d'une plante infectée, les pucerons peuvent étendre l'infection de plante en plante, c'est ce qu'on appelle l'infection secondaire, jusqu'à provoquer des dégâts très graves. La deuxième situation est celle des emblavures qui lèvent après la fin des vols. Grâce à ça, elles échappent pendant plusieurs mois à l'infection et ne requièrent presque jamais de traitement insecticide. C'est ce qu'on pourrait appeler une fenêtre d'évitement. Enfin, la troisième situation est celle des semis de sortie d'hiver qui seront exposés au vol printanier. Depuis plus de 30 ans, on a toujours observé cette fenêtre d'évitement, toujours sauf 2 fois, la première en 89-90 et la seconde tout récemment en 2019-2020. En effet, en 2019-2020, 3 éléments se sont conjugués. Les vols de pucerons qui se sont prolongés tard en automne, l'hiver exceptionnellement doux qui a permis la survie des pucerons dans les céréales, et le printemps extrêmement précoce, tout comme la reprise des vols de pucerons. De façon très inhabituelle, des infections primaires ont été observées dans toutes les dates de semis. Il n'y a pas eu de fenêtre d'évitement. Ces infections n'ont pas eu de conséquences extrêmes parce que les pucerons
n'étaient pas très nombreux, mais elles doivent être considérées comme une alerte à prendre au sérieux. Elles rappellent la saison 89-90, la fameuse année des blés rouges, où les pucerons avaient été très nombreux et avaient infecté très tôt au printemps les emblavures de toutes les dates de semis, entraînant des dégâts alors là considérables. Quel effet a eu la vague de froid de février sur les pucerons? Eh bien, c'est très simple. Elle a anéanti les larves et les adultes aussi efficacement qu'un traitement insecticide. Il n'y a à l'heure actuelle plus de pucerons dans les céréales. Alors au printemps, des pucerons vont revenir dans les céréales, les populations vont se reconstituer au départ des œufs, qui seuls résistent au grand froid. Ces œufs ne se trouvent pas dans les céréales, mais sur d'autres plantes qu'on appelle les plantes hôtes primaires. Dans le cas de Rhopalociphones paddy, qui est le principal puceron vecteur de jaunisse nanisante, il s'agit du cerisier à grappes, Prunus padus, un petit arbuste très commun chez nous. Au printemps, les œufs vont éclore et donner naissance à des larves puis à des adultes qui migreront alors vers les céréales, le maïs et les graminées, mais débarrassés du virus. Donc une femelle puceron qui pond un œuf sans virus, même si elle-même est virulifère. Tout ça pour dire qu'en matière de jaunisse nanisante, vous voyez qu'une vague de froid remet les compteurs à zéro et c'est vraiment très appréciable. Lors des années sans froid, comme c'est de plus en plus souvent le cas, les larves et les adultes survivent dans les céréales et donnent lieu à une multiplication par voie parthénogénétique. Ceux-ci forment des clones dont les dimensions peuvent être énormes. Voilà, ces quelques explications devraient vous avoir convaincu du fait que le réchauffement climatique va probablement compliquer la gestion de la jaunisse nanisante. Le développement de variétés résistantes à ce virus apparaît de plus en plus comme la voie la plus prometteuse. Un mot maintenant sur la cécidomie orange. Vous savez que cet insecte a été étudié en profondeur par le CRA et que ces travaux ont permis de prévoir de façon très précise les vagues d'émergence des adultes. Le modèle développé se décompose en 4 phases, vous connaissez ça presque par cœur. La levée de la diapause qui exige une dose de froid, la maturation des larves qui exige une certaine quantité de température supérieure à 3 degrés, l'induction de la nymphose qui exige à la fois de la pluie et des températures supérieures à 12 degrés, et enfin la maturation des larves qui exige une certaine quantité de température supérieure à 7 degrés. Une fois que ces 4 conditions sont remplies, les adultes émergent. Ce modèle est très solide, mais il manque de précision sur un point. Le premier, de quelle dose de froid l'insecte a-t-il besoin pour sortir de diapause? Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement qu'une diapause? La diapause est un blocage physiologique du développement. Il sert à éviter que la cécidomie n'émerge, par exemple en automne, à un moment où elle ne trouverait pas d'épi ou pondre. Même si les conditions météo sont excellentes, la cécidomie est retenue dans son développement par la diapause. C'est un peu comme une voiture dans une pente, elle devrait rouler, mais on a serré le frein à main. La diapause chez un insecte, c'est le frein à main chez une voiture. Pour que la voiture puisse repartir, il faudra commencer par desserrer le frein à main. Et chez la cécidomie, c'est le froid qui va lever la diapause, c'est-à-dire desserrer le frein à main. Tant qu'il n'y aura pas eu assez de froid, le développement sera bloqué. Cet hiver qui se termine, il y a évidemment eu bien assez de froid pour lever la diapause. En revanche, il y a juste un an, nous n'étions pas certains de cela. En effet, le modèle n'avait jamais été confronté, vérifié dans un hiver aussi doux. On ne savait pas si au 1er janvier, la diapause était ou non levée. Si oui, le modèle allait probablement conduire à des prévisions d'émergence précoces, sinon, il allait prévoir des émergences tardives. Il a donc fallu vérifier sur le terrain et guetter les premiers vols de cécidomie qui se sont produits exactement là où le modèle l'avait prévu. La saison
2019-2020 aura donc été celle d'un stress test pour le modèle Cécido, un modèle que l'on peut vraiment considérer comme mature. Même mieux que ça, mes collègues Jean-Pierre Huard et Damien Rosillon ont branché ce modèle sur la plateforme agrométéorologique. Ceci permet à chacun d'entre vous de questionner l'outil d'aide à la décision qu'on a appelé C-ciblé pour connaître les prévisions d'émergence sur ces parcelles. C'est extrêmement simple. Vous allez sur le site à l'adresse indiquée en bas de cette dia. Vous indiquez l'année et l'endroit en positionnant le rond bleu sur la carte et vous lancez la recherche. En retour, C-ciblé vous donnera deux graphiques. Celui du haut vous donne les dates des pluies inductrices de nymphose mesurées sur la parcelle grâce au radar de pluie. Et en bas, les dates de vagues d'émergence et leur intensité estimée. De tous les travaux que j'ai entrepris au CERA, ceux qui ont porté sur la cécidomie orange du blé sont les plus aboutis et sans doute les plus utiles. Ils ont démarré au champ, avec le sentiment que quelque chose nous échappait. Ils se sont poursuivis par des recherches approfondies. Ils sont à présent de retour au champ sous forme d'outils et de connaissances pour ne plus se laisser surprendre par ce petit ravageur. En terminant cette vidéo, je voudrais remercier du fond du cœur tous mes collègues du CERA qui ont contribué à ces travaux et qui y ont mis toute leur passion. Je vous remercie de votre attention.